1m88 pour 92 kg, une force de frappe impressionnante, 71 combats, 68 victoires et 54 de ces victoires par KO. Il a été intronisé au Hall of Fame en 1990. Si vous n'avez pas deviné, on va parler de Joe Louis. C'est un boxeur qui a défendu son titre de champion du monde 25 fois consécutives avec succès. Et sur ces 25 défenses réussies, 23 l'ont été par la voie du KO. Joe Louis a été champion du monde de 1937 à 1949. Donc une hégémonie de 12 ans, et il a été élu combattant de l'année en 1938, 1939 et 1941. Laissez-moi vous présenter en quelques mots l'histoire de Joe Louis. Joe Louis est le fils de Munro Barrow et de Lily Barrow. Il est le 7e de 8 enfants. Il naît en 1914 dans l'état le plus raciste des États-Unis, l'Alabama. Il connaît les joies d'être noir dans la région blanche qui prône ouvertement l'apartheid. On comprend rapidement le caractère hostile de l'entourage de Louis. Fils de travailleurs ruraux, encore appelés esclaves ou slaves, Joe a grandi dans la petite ville de Lafayette. Enfant noir et bègue qui ne parlera pas correctement avant l'âge de 8 ans, il a la chance d'être un peu moins la cible de brimades que les autres enfants noirs de son âge. Il faut dire que son physique exceptionnel plaît dans sa faveur puisque à sa naissance il pèse déjà 5 kilos. Le problème c'est qu'en 1926 les brimades deviennent sérieuses puisqu'elles sont commises par des partisans du Ku Klux Klan. Et cela incite sa famille à s'installer à Détroit au Michigan. Ils ont donc fait partie de la grande migration après la Première Guerre mondiale. Après la fuite, direction pour eux la ville de Détroit. Louis connaît rapidement les fumées, les usines, le travail à la chaîne, bref, une ville où il va pouvoir vivre sans argent mais sans trop de problèmes. Lui et sa famille s'installent au 2700 Catherine Street, en plein cœur du ghetto noir de la ville. Comme la majeure partie de la population afro-américaine, son frère et lui travaillent à la chaîne dans l'usine de Ford, pour une poignée de dollars seulement. Joe va y travailler à mi-temps et va passer la majeure partie de son temps libre à l'école Bronson Vocational. En ce qui est du reste du temps, il écoute sa mère qui le pousse à prendre des cours de violon. Ce qui est bien, c'est que Louis est occupé puisque en parallèle, beaucoup trouvent comme alternative numéro 1 pour sortir de cette misère, la rue et les gangs. Pour échapper à leur influence néfaste, Joe traîne au 637 Brewster Street, une salle polyvalente qui tente d'aider les jeunes défavorisés et le moyen pour les aider, c'est le sport et notamment la boxe. Et c'est de cette manière que Joe Louis rencontrent le noble art. La légende veut qu'au moment de ses premiers entraînements à la salle, Joe cachait ses gants dans son étui de violon en prétextant des cours de solfège. Oui, parce que forcément, il avait un petit peu des doutes sur le fait que sa mère soit d'accord. À partir de ce moment, il a commencé à fréquenter de plus en plus assidûment les salles de boxe et entame à l'âge de 17 ans une carrière de boxeur amateur. Et ce qui est marrant, c'est que cette carrière, elle débute par une défaite. Mais par contre, c'est une défaite qui n'est pas concédée à n'importe qui, puisqu'il la concède à Johnny Miller, qui est un jeune homme plein de promesses qui sera par la suite champion olympique. En amateur, Joe Louis va remporter 43 de ses 50 combats par KO. Il va devenir boxeur professionnel en 1934 après s'être imposé au Golden Gloves dans la catégorie des mi-lourds. Forcément, en amateur, il a fait parler de lui et il a attiré l'attention de pas mal de promoteurs, notamment de John Roxborough. Ce dernier va être son premier représentant. Il lui explique: tu vas mettre des blancs sur les fesses et ils te détesteront pour ça, parce qu'ils n'ont aucun véritable intérêt à te voir prétendre à un titre de champion. Ces mots vont résonner dans la tête de Joe et en 1934, il décide de sauter le pas et de devenir boxeur professionnel. Son premier entraîneur sera un entraîneur des quartiers de Chicago, c'est un entraîneur natif, Jack Chappie. Pour son premier combat, il fait une victoire qui est quand même assez expéditive. Il met KO Jack Kraken dès la première reprise. C'est vraiment un début qui est plutôt incroyable. Mais par contre, d'un point de vue économique, le succès est beaucoup moins évident puisque ce soir-là, il touche la maudite somme de 59 $. Au cours de cette année, il va disputer 12 combats et il gagne parmi ces 12 combats 10 avant la limite. Donc on peut voir que Joe Louis, déjà dans ses débuts, c'était vraiment un gros frappeur. En 1935, il y a un véritable tournant qui s'opère dans la vie de Joe Louis, puisqu'il va rencontrer l'Italien Primo Carnera, qui est un géant. Et pour la première fois dans l'histoire de la boxe, le combat il est autant sportif que politique, puisque Carnera est italien, mais il est surtout mussoliniste. Et aux yeux du monde entier, ce match s'analyse comme l'Italie contre les USA. Donc forcément, derrière, il y a une grosse consonance politique. Enfin bref, il battra Carnera par KO technique. Mais ce combat politisé n'est qu'un préambule pour ce qui arrive par la suite.
Arrive un des combats les plus importants de Joe Louis, le combat contre Max Schmeling. Beaucoup l'ont qualifié du combat de toute sa vie. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. Suite à de très bons résultats, Louis décide de défendre son titre face à un boxeur allemand que tout le monde annonce sur le déclin, Max Schmeling. Cet Allemand âgé de 30 ans a connu le bonheur d'être champion du monde quelques années auparavant. Mais par contre, il a été dépossédé de son titre en 1932. Schmeling va dire qu'il a beaucoup regardé la boxe de Joe Louis et qu'il voit pas mal de failles dedans et qu'il pourrait éventuellement les exploiter. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, en tout cas on ne sait jamais. De toute façon, dans la boxe il y a toujours eu du trash talk. Et c'est au moment de ce trash talk que Hitler va s'emparer de ce combat. Et il va faire de Max Schmeling son poulain. Et à travers lui, il va véhiculer tout un tas de propagande nazie. Et c'est là où la pression commence à monter parce que pour le coup, il ne s'agit plus simplement d'un combat de boxe, mais bien d'un combat politique qui a des enjeux qui sont quand même faramineux. Et c'est dans ce contexte qu'en 1936, le 19 juin pour être précis, dans la salle du Yankee Stadium à New York, se déroule le match de l'année. Schmeling va entamer les premiers rounds avec vigueur et il va vraiment asséner des enchaînements très durs à Louis avec des jabs, des crochets du droit qui le secouent vraiment. Louis semble incapable de réagir et pire, au troisième round, il met un genou par terre. Il ne se relèvera pas. Schmeling va triompher et Louis va retomber dans l'anonymat. Et oui, malheureusement, dans la boxe, c'est ça, hein. Quand tu gagnes, tout le monde est à côté de toi. Par contre, quand tu perds, c'est fini. Encore une fois, le 22 juin 1938, Louis va faire son entrée pour sa revanche dans le même stade des Yankees de New York. Cette fois devant 80 000 spectateurs. Forcément, comme il a perdu par KO, sa stratégie elle est simple. Il veut pilonner son adversaire et le faire plier dès le premier round. Et c'est ce qu'il va faire. Il va directement se ruer sur son adversaire qu'il frappe sans relâche. Schmeling va s'écrouler dans un râle bruyant au bout de seulement 2 minutes de combat. Les Allemands l'ont tellement mauvaise qu'ils ordonnent directement à la centrale électrique de Berlin de stopper sur le champ la diffusion radio du combat pour ne pas écorner l'image du boxeur. Mais ça ne changera pas la décision finale puisque Joe redevient champion du monde. Les statistiques du combat parlent d'elles-mêmes, 41 coups portés au visage par Louis, dont 31 qui ont touché sévèrement, contre 2 seulement pour Schmeling. Schmeling va être évacué à l'hôpital où il restera 10 jours. Louis l'a frappé avec une telle violence qu'il a réussi à lui briser une vertèbre cervicale. Analysons maintenant le style de boxe de Joe Louis. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait une très grosse force de frappe. Mais par contre, c'était pas seulement ça. Il était aussi, en parallèle, extrêmement intelligent dans son attaque. Dans le premier combat contre Schmeling, il s'est rendu compte que le jab qu'il envoyait avait tendance à descendre. Et c'est pour ça qu'il est tombé directement, parce que Schmeling a exploité la faille en utilisant une grosse droite. Et sur le deuxième combat, Louis corrige directement l'erreur et empêche Schmeling de réitérer son action. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas une simple capacité d'ajustement au niveau d'un combat à un autre. En fait, Louis, il est capable d'ajuster directement sa technique dès le premier round. Dès les premiers échanges, il arrive à trouver les mauvaises habitudes de son adversaire et à s'adapter en fonction de ce qu'il voit. En plus de ça, il ajuste ses coups de manière précise en fonction des mouvements de son adversaire, donc ça implique qu'il a un bon coup d'œil et un très bon timing. Il arrivait toujours à trouver le moyen le plus simple et le plus rapide d'être efficace et de toucher fort. En bref, il donnait jamais un coup pour rien. Si on combine tout ça à sa capacité à enchaîner et à trouver des nouveaux angles d'attaque, il était vraiment un cauchemar pour ses adversaires. Son bras arrière était très puissant et il était assez dur à voir venir puisqu'il avait des très bonnes préparations d'attaque. Il arrivait souvent à enchaîner plusieurs bras avant afin de gagner de la distance pour pouvoir toucher avec sa droite. Et on voit qu'il y a pas mal de boxeurs qui ont repris ces petites astuces dans leur style de boxe. Il arrivait parfaitement à cacher son bras arrière avec son bras avant et il n'hésitait pas à enlever carrément les bras de son adversaire qui était devant lui pour créer des nouveaux angles d'attaque. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas Lomachenko? Sur sa défense, il absorbait les coups en les faisant rouler sur lui. En anglais, vous trouverez sûrement la terminologie roll with the punches. En gros, ça veut dire rouler avec les coups. C'est exactement le genre de choses que Canelo faisait, mais lui, il le fait sur tout son corps. Il avait une gestion des distances qui était extrêmement bonne et il utilisait son bras avant pour gêner ses adversaires et les maintenir à distance. Et il utilisait vraiment des jabs qui étaient extrêmement secs pour les empêcher de rentrer sur lui. Quand on regarde les combats de Joe Louis, on voit qu'il a vraiment une maîtrise de A à Z. Bon, évidemment, sauf le premier combat contre Schmeling. Mais concrètement, Louis c'était un technicien puncher et franchement le combo des deux a donné naissance à un boxeur incroyable que l'histoire n'oubliera jamais. Pour résumer, il va devenir champion du monde le 22 juin 1937 à Chicago et il va disputer 25 combats pour défendre son titre et seulement 3 de ces 25 combats iront à la limite. C'est à cette époque que naît la légende du bombardier brun. Il fera un combat de légende contre Rocky Marciano
qu'il perdra par TKO. En 1981, il a été désigné comme boxeur du siècle par Ring Magazine. Un mémorial est même construit en son honneur à la ville de Détroit et une salle Omnisport portera aussi son nom en 2017. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans la vidéo qui suit.